Depuis 2 ans, nous travaillons sur le sort des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale dans le but de réaliser un film documentaire avec le Labo de Lascaux. Un projet riche de rencontres avec des rescapés, de découvertes de lieux de mémoire, de travail et de recherche documentaire. C'est aujourd'hui le grand jour, le départ pour la Pologne, Cracovie plus exactement. Nous allons marcher sur les traces de la Shoah. Tout a commencé il y a 2 ans aux archives départementales où nous nous sommes confrontés aux sources. À partir de juin 1940, l'armistice signé, la France est occupée au nord par l'Allemagne. Elle est dirigée par le gouvernement de Vichy qui collabore avec l'Allemagne, en mettant notamment en œuvre une politique antisémite. Aux archives départementales, nous avons ainsi pu comprendre comment se pratiquait la politique antisémite dans le Beauvaisis. Il y a d'abord la propagande, utilisée pour développer la haine ou la crainte des Juifs. Les enseignants étaient de braves gens et ils n'étaient pas pro-allemands. Par contre, parmi les gosses, j'ai des souvenirs, j'ai été à un moment dans une école publique avec une étoile jaune. C'était pas interdit, on pouvait aller dans l'école avec l'étoile. Mais dans la cour de récréation, on jouait à se passer une balle. Et je me souviens de la façon dont on m'appelait, moi. You, passe la balle. You pour Youpin. Ça ne vous dit rien, le mot de Youpin. C'était l'insulte la plus méprisable à l'encontre des Juifs. Et ça m'est arrivé, j'ai entendu ça. Passe la balle, you. Eh oui. Maintenant, c'est pas de la discrimination de la part des enseignants, hein. Rien à voir. La personne qui me reçoit, elle dit à ses voisins, tiens, j'attends une petite juive qui va arriver de Paris d'un jour à l'autre. Hein. Eh bien, donc j'arrive dans ce village, les gens connaissent mes origines, eh bien, je suis reçue à bras ouverts. Tout de suite, les gens m'entourent chaleureusement. Je fais immédiatement partie du village et je peux vous dire que pendant tout le temps, les années où je vais rester dans ce village, je n'aurai jamais la moindre réflexion sur mes origines. Je suis vraiment l'enfant du pays. Puis les Juifs sont pointés du doigt. En 1942, la France oblige le port de l'étoile jaune, l'interdiction de fréquenter certains lieux publics aux Juifs. Voici quelques étoiles jaunes distribuées aux Juifs du Beauvaisis. Dès le 10 septembre 1940, une autre loi de Vichy dépossède les Juifs de leur entreprise. On parle de spoliation, comme ici, celle d'une entreprise à Mouy. Le 8 mai 1941, les autorités allemandes demandent à la préfecture de Beauvais de créer un registre des Juifs, pour les recenser. En 1942, les rafles se multiplient dans la zone occupée. Entre juillet et octobre 1942, il y a une vague d'arrestations de Juifs dans l'Oise. La caserne militaire de Royalieu à Compiègne interne des opposants politiques, des résistants, mais aussi des Juifs étrangers puis français. Et le 27 mars 1942, c'est le départ du premier convoi de Royalieu pour l'Allemagne. D'autres suivront à destination de Drancy ou de l'Allemagne. Au mémorial de la Shoah, les noms des disparus s'étendent sur les parois des murs. Pierre Bloch, Raymond Bloch, René Bloch. Le mémorial de la Shoah est au cœur du quartier juif de Paris, le Pletzel. Ce quartier reste aujourd'hui marqué par les rafles qui ont conduit hommes, femmes et enfants vers les camps.
La plus importante est celle du Veldiv, durant laquelle 13 152 juifs sont arrêtés par la police française les 16 et 17 juillet 1942, donc 4 000 enfants de moins de 16 ans. L'objectif, les déporter vers les camps en Europe de l'Est. Maurice Hilberstein en faisait partie. Les arrestations, les rafles, tout ça, on n'en parle pas vraiment dans le film, mais c'est important dans notre vie. Comment on est arrivé dans ce camp? Avant d'y arriver, eh bien, il a fallu que l'on nous arrête. Et donc, il y a eu des rafles. Donc, moi et ma famille avons subi la rafle du Veldiv. Nous n'aurions pas dû la subir parce que les femmes de prisonniers, les enfants de prisonniers, on ne les arrêtait pas à ce moment-là. Il y avait la Convention de Genève, papa. Mon père s'était engagé, volontaire, au moment de la déclaration de la guerre. Il était encore étranger, il était polonais, de sorte qu'avec un autre très grand groupe de copains, d'amis polonais comme lui, au moment où la déclaration de guerre est arrivée, ils se sont engagés dans l'armée française, de sorte qu'on les a mis dans la Légion étrangère, mais française. Voilà, et puis ensuite, nous étions des enfants de quartiers parisiens, et dans l'immeuble où nous vivions, il y avait 4 étages, et à chaque étage, il y avait une famille juive. Et quand la rafle du Veldiv est arrivée, c'est-à-dire en juillet 1942, eh bien, les policiers français, je précise bien, les policiers français, car durant nos 2 rafles qu'on a subies, nous n'avons jamais vu un seul Allemand nous arrêter. Et donc, en juillet 1942, on nous a arrêtés. On a arrêté toutes les familles juives de l'immeuble, ainsi que les familles juives des autres immeubles de la rue. Nous habitions dans une petite rue. Et petit à petit, les gens arrêtaient, descendaient et se retrouvaient groupés dans cette petite rue. Et quand toutes les arrestations ont été faites, on nous a conduits à pied. Il faisait encore nuit, jusqu'au poste de police qui était en fait le lieu de rassemblement de toutes les personnes qui ont été arrêtées. Et puis quelques instants après, il y a eu les autobus qui sont arrivés. Et ces autobus nous ont amenés donc au Vélodrome d'hiver. Donc nous, apparemment, il y a eu une erreur. On ne devait pas être sur cette liste, étant donné que papa était prisonnier de guerre. Donc ils ont dû contrôler toutes les arrestations et ils ont remarqué que nous ne devions pas être là. Donc le lendemain, on nous a relâchés. Donc on est retourné à la maison. C'était en juillet, donc après les vacances. On est retourné à l'école. Hein. Mais sur les bancs d'école, sur les bancs de l'école, il y avait beaucoup d'absents. Tous ces enfants qui, eux, ont été raflés pendant la rafle du Veldiv, tous ceux-là ont été déportés.
Ce qui fait que la première arrestation et déportation que j'apprends, c'est celle de ma mère, et comme je vous disais, j'ai à ce moment-là 12 ans et demi. Vous imaginez du choc que c'est pour moi. Ça, c'est carrément le ciel qui me tombe sur la tête. Alors, que s'est-il passé? Il s'est passé qu'effectivement, ma mère a été arrêtée le jour de la grande rafle du Veldiv, le 16 juillet 1942, le jour où, pour la première fois, on a arrêté des femmes et des enfants. Je l'ai dit, l'année d'avant, on a arrêté des hommes, mais là, on avait arrêté aucune femme. Et là, en 1942, on arrête donc des femmes et des enfants. Eh bien, la veille du 16 juillet, qu'est-ce qui se passe? Le 15, on a consigné dans la cour de la préfecture de Paris un grand nombre de policiers. On leur a donné des listes. On leur a dit, demain matin, vous arrêtez tout le monde, tous ceux qui sont sur la liste, les hommes, les femmes et les enfants aussi, sans distinction d'âge. Eh bien, sachez qu'il y a des policiers qui se sont échappés et qui sont allés prévenir des familles qu'ils connaissaient. Alors, combien l'ont fait? Ça, on ne pourra jamais le savoir. Mais ce qui est important, c'est qu'il y en a études qui l'ont fait. Il y a aussi des employés de la préfecture qui ont parlé. Et c'est comme ça que dans la famille qui deviendra, après la guerre, la famille de mon mari, eux ont été prévenus le 15 juillet au soir par un inspecteur qu'ils connaissaient, qui est venu tard le soir leur dire ne restez pas chez vous, ou alors n'ouvrez pas, prévenez le plus de gens que vous pouvez, demain matin on arrête tout le monde, même les femmes et les enfants aussi. Eh bien, vous savez, le téléphone n'était fixe, n'était pas développé comme maintenant. Il y avait les commerçants, les notables qui avaient le téléphone. Mais c'était une nouvelle tellement énorme que le bouche à oreille a très très bien fonctionné. La nouvelle s'est répandue vitesse grand V. Alors du côté de mes parents, eux ne connaissaient pas de policiers pour les prévenir, mais ils ont entendu parler de ces bruits qui couraient, qu'on allait arrêter tout le monde, les femmes et les enfants aussi. Eh bien, vous voyez, malheureusement, ma mère n'y a pas cru. Ma mère dit à mon père à ce moment-là, qu'est-ce que c'est cette histoire? On va arrêter les femmes et les enfants, mais pourquoi faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec des femmes et des enfants? Ma mère savait très bien, c'était pas un secret, elle savait très bien que l'année d'avant, on avait arrêté les hommes, mais là, les hommes, c'est toujours pour aller travailler, c'est sous-entendu, mais qu'est-ce qu'on allait faire avec des femmes et des enfants? C'est une vie tellement incroyable, elle n'y a pas cru. Mais elle a eu peur, pour mon père et pour mon frère. Elle les a donc obligés à aller se cacher chez des voisins, et elle est restée à la maison, le 15 au soir, et c'est comme ça qu'elle a donc été arrêtée le matin du 16 juillet par la police française. Les Juifs arrêtés sont conduits dans des camps d'internement français, dont celui de Drancy, à quelques kilomètres de là. Aujourd'hui, à nouveau habité, cette cité devient dès 1941 un camp de prisonniers et le lieu de transit pour les Juifs raflés en France, avant leur déportation vers les camps d'extermination situés en Pologne. C'était un camp d'internement situé dans la banlieue nord de Paris, très près de Paris. Mais c'était surtout un camp de rassemblement. Pourquoi? Parce qu'on envoyait systématiquement à Drancy toutes les personnes juives arrêtées dans n'importe quelle région de France. Elles étaient dirigées sur Drancy, et c'est d'une petite ville tout près de Drancy que partaient les convois pour Auschwitz. Alors, on arrive donc à Drancy. Ça, j'étais très impressionnée. Si vous voyez les images, vous voyez, c'est tout un ensemble d'immeubles très hauts. J'avais perdu l'habitude des grands immeubles. Et ce qui m'avait surtout impressionné, c'est qu'il y avait une très grande concentration de gens. Les gens couraient dans tous les sens. Puis quand même, j'arrive toute seule dans ce grand ensemble. Et dès le lendemain matin, tout le groupe de 58 personnes qui étaient arrivées de Niort, nous sommes tous convoqués au secrétariat pour vérification d'identité. Et là, on me demande ma carte d'identité. Eh bien, moi, je n'ai pas de carte d'identité. Pourquoi je n'ai pas de carte d'identité? Parce qu'elle était obligatoire à 16 ans. Moi, je n'avais pas 16 ans, je n'avais pas fait faire, je n'en avais pas besoin. Et on commence à me titiller, comment ta carte? Alors moi, je réponds, mais moi, je n'ai pas 16 ans, je ne suis pas tenue d'avoir une carte d'identité, je n'en ai pas fait faire. Et on ne me croit pas. On m'embête, on ne me croit pas. Alors pourquoi on ne me croit pas? En quelques mots, on ne me croit pas parce que je faisais beaucoup plus que mon âge, beaucoup plus que 14 ans. Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'avais vu ma mère, c'était 3 mois avant son arrestation. Ma mère est arrêtée en juillet. 3 mois avant, c'est avril, c'est Pâques. Les parents avaient expliqué que pour une fois, ce soit moi qui aille à Paris pour qu'on soit tous réunis pour Pâques. Et à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, j'avais 12 ans et demi. Et ma mère m'avait dit, mais t'es une grande fille maintenant. Je trouve que tes petites frisettes, là, ça fait bébé. Je vais te peigner à la mode. Et je ne saurais jamais pourquoi. Elle m'a emmenée chez sa coiffeuse, qui m'a peigné comme étaient peignées les femmes pendant la guerre. Ça, vous avez peut-être vu des photos dans les films ou dans les albums familiaux. C'était avec des cheveux en hauteur. Alors, à 12 ans et demi peigné comme ça,
J'en paraissais 14, bon, bien les filles comprendront, de paraître 14 ans quand on a 12 ans et demi, ça fait plaisir. Moi, j'ai gardé la coiffure de ma mère quand je suis repartie à la campagne. Ce qui fait quand je suis retournée 1 an et demi après, quand j'arrive à Drancy, à 14 ans peignée comme ça, je faisais facilement 16 ans. Et c'est pour ça qu'on m'a embêtée à Drancy. Puis à la fin, on a laissé tomber, on est passé à autre chose. Et là, on commence à nous dire que nous allions partir travailler dans des camps en Allemagne dans quelques jours, et que ceux qui avaient de la famille qui avaient été déportés avant eux, on allait les rejoindre. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer combien ces paroles me réconfortent. Je suis sans nouvelles de ma mère depuis 1 an et demi, et maintenant on me dit je vais partir dans 5 ans, j'ai retrouvé ma mère. Bon, bien sûr, vous allez me dire, j'ai 14 ans, je suis un peu naïve, mais je peux vous assurer que les grandes personnes qui étaient à côté de moi, celles qui avaient aussi la famille qui avait été déportée avant elle, tout le monde l'a cru. Vous savez, c'était tout à fait plausible, c'est comme on dit aujourd'hui, le regroupement des familles. Ça a vraiment réconforté tout le monde. Et moi, je l'ai tellement cru que pendant la semaine où je suis restée à Drancy, je suis restée exactement 1 semaine, là où la nourriture était déjà très mauvaise et insuffisante, moi, je n'ai pas ouvert les provisions que m'avait données ma nourrice. Je me suis dit, maman, ça fait 1 an et demi qu'elle est dans un camp, elle sera contente d'avoir des bonnes choses dans la campagne. Et à partir du moment où on me dit que je rejoins ma mère, ben, je peux vous dire que moi, je planais complètement. Je ne me suis même pas rendu compte de la crasse qui régnait à Drancy. D'abord, j'ai très peu de souvenirs de Drancy. Moi, je comptais les jours et j'avais hâte que le départ arrive. Et 8 jours après, le départ arrive, le 10 février exactement, le matin de bonne heure, la police française en nombre vient nous chercher dans les bâtiments, nous font descendre les grands escaliers, nous comptent et nous recomptent dans la cour de Drancy et nous font reprendre le même genre d'autobus qu'on avait pris 8 jours avant. Mais là, on n'a pas roulé beaucoup puisqu'on nous emmène à la gare de Bobigny, c'est très près de Drancy. Hein, mais la gare de Bobigny, c'est plus la gare de voyageurs, la gare de Bobigny, c'est la gare de marchandises. Alors, on nous fait monter sur le quai de la gare, et qu'est-ce qu'il y a sur le quai de la gare? Tout un groupe de soldats allemands qui nous attendent. Et à ce moment-là, au moment où on est sur le quai de la gare, la police française, elle, se retire. On ne voit plus un seul policier français. Quand on a vu la police française se retirer et nous les laisser aux mains des Allemands, écoutez, on a vécu ça comme un abandon. Hein. C'est-à-dire que pour nous, ça a été un choc. Nous avions tous été arrêtés par la police française, mais tant qu'on était gardés par la police française, on n'avait pas peur. Il ne pouvait rien nous arriver de grave. Et quand la police française nous abandonne aux mains des Allemands, là on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je me rappelle maintenant encore à quel point on a été impressionnés. Alors on se retrouve donc sur le quai de la gare. Alors le long du quai va stationner un immense train de wagons à bestiaux. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi ce train était aussi long. Alors, le wagon à bestiaux, ils ont tous, chaque wagon a une porte à glissière. Toutes les portes à glissière sont ouvertes. Devant chaque porte à glissière, on a mis une planche en biais pour accéder au wagon parce que le train de marchandises est beaucoup plus haut que le quai de la gare. Et à toute vitesse, on nous fait rentrer dans ces wagons, on nous pousse, autant qu'on peut rentrer, on nous pousse avec force, on pousse. Et dès qu'on arrive dans le wagon, la porte se referme derrière nous. Et tout de suite, on entend qu'on est en train de verrouiller les serrures. Parce que nous avons voyagé dans des wagons plombés, pour ne pas qu'on puisse s'évader quand le train ralentit. Les Juifs, par groupe de plusieurs milliers, étaient ensuite déportés vers les camps de l'Est à quelques kilomètres de là, depuis la gare de Bobigny. Désormais, notre route nous amène en Pologne. C'est aujourd'hui le grand jour, l'arrivée en Pologne, Cracovie plus exactement. Nous allons marcher sur les traces de la Shoah. C'est la concrétisation de notre projet, et nous sommes partagés entre curiosité, crainte et émotion, de se trouver sur les lieux où nos témoins ont éprouvé tant d'horreur. Pendant une semaine, grâce à nos guides Anna et Katharina, nous allons découvrir les lieux dont nous avons tant entendu parler. Je suis pressée d'aller en Pologne pour poursuivre notre projet de porteur de mémoire sur la Seconde Guerre mondiale et les camps de concentration en Pologne. Donc ça sera vraiment intéressant. J'ai un petit peu peur quand même sur la violence et les chocs des lieux de visite cette semaine. Mais je suis vraiment pressée de tout découvrir. De finaliser le projet parce qu'on a travaillé 2 ans dessus, donc c'est bien. Comme ça, on peut mettre des émotions dessus. Nous avons beaucoup travaillé sur Auschwitz
et nous avons pu aller découvrir les lieux, voir ce qui en reste du passé. Je pense que ce voyage, ça va nous permettre d'en apprendre sur nous et sur le sort des Juifs. Ça va être assez émouvant de se rendre sur les lieux. Et voilà, j'ai hâte. Ce voyage en Pologne, ça va nous permettre d'en apprendre aussi davantage sur nous, de finaliser le projet. On va vraiment se rendre sur les lieux, donc ça va être très émouvant. Et on va partager des moments ensemble, ça va être une aventure humaine. Nous allons retrouver pour cette première journée notre guide Anna sur la place de l'hôtel de ville de Kazimierz. Alors que les Juifs étaient pourchassés dans plusieurs autres pays d'Europe, Casimir le Grand, roi de Pologne, ouvrit son royaume aux Juifs au XIVe siècle. Une énorme communauté juive a vécu ici à Kazimierz jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Nous découvrons d'abord la place Wolnica, où se trouve l'ancien hôtel de ville de Kazimierz, et qui servit jusqu'à la Seconde Guerre mondiale d'école pour les enfants juifs. On y trouve un bas-relief de Henri Kochmann, accueil des Juifs en Pologne de 1907. Lors de l'occupation allemande, ce bas-relief a été enlevé. Il n'a retrouvé sa place qu'en 1996. La rue Josepha était la grande rue commerçante entre les Kazimierz chrétiens et juifs. Le rez-de-chaussée des maisons est toujours utilisé pour le commerce. Du côté gauche de la rue, on trouvait une école paroissiale de l'église du Saint-Sacrement. Au XVIe et XVIIe siècle, les Juifs qui prenaient la rue Josepha pour aller dans la partie chrétienne payaient un droit de passage qui revenait à cette école. La ville juive commençait vraiment au carrefour de la rue Josepha et de celle de Jakouba. À cette hauteur se situait la porte de la ville juive, surveillée jour et nuit par des gardes qui contrôlaient les entrées. Derrière cette porte se dressait l'une des plus vieilles synagogues de la ville, dite la Haute Synagogue car la salle de prière était au premier étage. Au numéro 42, un immeuble d'un étage attire notre attention. Dès le début du 19e siècle, c'est une maison de prière. 2 étoiles sont sur la façade. Sur le côté de la porte, on trouve un mezouza qui contient un parchemin rappelant les 10 commandements. Il est censé protéger la maison de ceux qui l'occupent. La tradition est de le toucher ou l'embrasser en entrant ou sortant. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Casimir était le quartier culturel de la religion juive en Pologne. La rue Zeroka, c'était la place principale de la ville juive, la place du marché. Aujourd'hui, on y trouve davantage de cafés et restaurants. C'est autour de cette place que se trouvent les plus importants monuments de la culture juive. Le cimetière Rému et la vieille synagogue transformée en musée. Les origines de la synagogue Rému remontent au XVIe siècle. Elle est aujourd'hui le centre religieux juif de Cracovie. Les offices y sont célébrés le samedi et les jours de fête. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands l'utilisèrent comme dépôt de sacs pour les cadavres. Ils détruisirent tout, son mobilier, les objets de culte comme le bima. Aujourd'hui, reconstruit à l'identique, on trouve au centre le bima. À l'intérieur, un pupitre pour la Torah. Juste derrière la synagogue s'étend le vieux cimetière. Il était fermé en 1800.
Sous l'occupation allemande, il a été lui aussi complètement détruit. On cassa les stèles et cela est devenu une décharge. De nouvelles stèles ont été posées après la guerre et les morceaux de stèles retrouvés ont été utilisés pour former le mur des lamentations. Elle reste un lieu de recueillement. Les Juifs du monde entier viennent se recueillir sur la tombe des rabbins de Cracovie et notamment Remu. La population comptait un quart de Juifs, soit 70 000 personnes, dont Roman Polanski, le cinéaste. Après cette guerre, ce quartier a été abandonné, la population ayant été exterminée. Mais aujourd'hui, Kazimierz, c'est bien la preuve que la culture juive a survécu. La vieille synagogue est aujourd'hui un musée du patrimoine culturel et de l'histoire juive qui cherche à refaire vivre cette culture. C'est la plus vieille synagogue conservée en Pologne. C'est ici que priaient les personnes les plus importantes de la ville, qu'on célébrait les grands événements. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la synagogue a été prise par l'office allemand de tutelle et utilisée comme dépôt. Tout son mobilier fut détruit. Au-delà de ce musée, la culture juive anime à nouveau les rues de cette place grâce à ses bars, restaurants et à sa musique. Pour beaucoup, il s'agissait d'une découverte. Nous avons visité une synagogue, c'est une première pour nous et on a découvert une culture qu'on ne connaissait pas. Une culture vraiment avec des principes et des valeurs très impressionnantes. On a visité le quartier juif qui a été rénové. Il y a maintenant des boutiques de souvenirs et des restaurants. On a également visité un cimetière juif. On a découvert une culture qu'on ne connaissait pas. Et les garçons devaient porter des kippas sur leur tête. La Vistule est aujourd'hui un endroit de calme, d'amusement. Difficile donc d'imaginer que de l'autre côté de la Vistule s'étendait l'ancien ghetto de Cracovie. Avant l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, la population de Cracovie comptait 64 000 juifs, presque 25% des habitants de la ville. Une grande partie quitta la ville après les expropriations forcées à partir de l'été 1940. Ceux qui restaient ont été enfermés dans le ghetto, dans le quartier de Podgorsk, créé le 3 mars 1941. S'y entassaient jusqu'à 18 000 juifs, 5 juifs par mètre carré.
Ici se situait l'une des principales portes du ghetto créé par les nazis en Pologne à partir du 3 mars 1941. Les juifs qui habitaient dans ce ghetto étaient emmurés et privés de liberté. Progressivement, tous les organismes juifs y ont été amenés. L'hôpital, les orphelinats, la poste, la pharmacie. La porte principale était décorée d'une grande étoile de David et on pouvait lire en yiddish « quartier d'habitation juif ». C'est ici que se trouvait le conseil juif, Rudenrat, créé à la demande des Allemands pour faire l'intermédiaire entre les Allemands et les Juifs. Ce conseil appliquait leurs décisions, composait les groupes pour le travail forcé et pour les déportations, et faisait la police dans le ghetto. La rue Józefinska était l'une des rues principales du ghetto. C'est ici que se trouvaient l'orphelinat et l'hôpital juif. Nous nous trouvons dans la rue de Wowska, Où on peut voir encore le reste du mur de ghetto. Nous pouvons observer sur la partie supérieure du mur des formes en arc de cercle qui font référence aux tombeaux juifs. Le ghetto était séparé du reste de la ville par un système de murs, de fenêtres emmurées et de barrages. On peut y lire aujourd'hui sur une plaque « C'est là qu'ils vivaient, souffraient et mouraient de la main des bourreaux hitlériens. C'est là où commençait leur dernier chemin vers l'extermination. » Un autre fragment du mur existe un peu plus loin. Il est à côté d'une école primaire aujourd'hui, la vie a repris et gagné, et ce sont désormais des enfants pleins de vie qui utilisent ce parc. Les conditions de vie dans le ghetto sont dramatiques, car il est trop petit par rapport à la population qui l'accueille. Une pièce est ainsi donnée par famille. Mal approvisionnée, la nourriture manque, ce qui entraîne la famine et beaucoup de morts. Cette photographie montre les Juifs obligés de déménager dans le ghetto avec certains de leurs meubles pour ainsi vivre dans une simple pièce. Ici, sur cette place, au centre du ghetto, étaient rassemblés les Juifs qui allaient être déportés dans des camps de concentration ou dans des camps d'extermination. Ces chaises étaient leur seul mobilier. Au jour d'aujourd'hui, le fait que ces chaises soient vides symbolise leur absence. Au centre du ghetto, une place s'appelait aujourd'hui la place des héros du ghetto. Entre 1941 et 1943, elle est le lieu de rassemblement des Juifs du ghetto avant leur déportation vers les camps de concentration et d'extermination. Aujourd'hui, 64 chaises représentent les 64 000 Juifs déportés depuis cette place. Elles sont orientées dans 3 directions. La gare, l'usine d'Oskar Schindler qui représente l'espoir est l'une d'entre elles en direction d'une ruelle où des enfants ont été fusillés. Il
Il y a eu de nombreuses évacuations. La première en juin 1942, une autre en octobre pour déporter les habitants du ghetto afin d'en accueillir de nouveaux. Finalement, les 13 et 14 mars 1943, c'est la liquidation totale du ghetto. Ces rues ont vu couler le sang des Juifs de Cracovie et de ses environs. Des femmes, hommes et enfants ont été exécutés sur place par les nazis ou déportés à Auschwitz-Birkenau. Ceux, aptes au travail, étaient sélectionnés pour se rendre au camp de travail de Plaszow. C'est cette rue que les Juifs, entourés par les soldats allemands, ont empruntée en mars 1943. Nous nous sommes levés très tôt pour cette dernière journée, l'une des plus importantes. Le matin, nous avons commencé par Auschwitz I, lieu très chargé en émotions, et après le déjeuner, découverte d'Auschwitz-Birkenau, immense. Il nous aura fallu 2 heures de visite pour se rendre compte de ce que les déportés ont vécu. Le camp d'Auschwitz était en fait composé de 3 camps, Auschwitz I, le camp principal, Auschwitz II, Birkenau, un camp d'extermination, et Auschwitz III, Monowitz, un camp de travail, sans compter les dizaines de camps annexes. Moi j'ai peur de voir le camp, parce que je sais pas à quoi m'attendre, donc on verra bien. Il demeure encore les 40 bâtiments de briques de l'époque, aujourd'hui lieu d'exposition. Avant d'être un camp, le bâtiment d'Auschwitz était une caserne militaire polonaise. Dès 1940, les premiers prisonniers polonais arrivent. Nous y voici enfin. Le portail d'entrée s'impose à nous. Jusque-là, nous ne l'avions vu qu'en photo. Arbeit macht frei, où le travail rend libre. Anna nous a raconté que chaque jour, les prisonniers quittant, en musique, le camp pour aller travailler ou y entrant pouvaient le voir. Quelle ironie. C'est en février 1940 que la SS choisit de créer un camp de concentration et de travail forcé, ici sur l'emplacement d'une ancienne caserne de l'armée polonaise. Il demeure encore les 40 bâtiments de briques de l'époque, aujourd'hui lieu d'exposition. Auschwitz I compte entre 12 000 et 20 000 détenus selon la période. Les premiers détenus sont des opposants politiques, des résistants, des intellectuels, des officiers de nationalité polonaise, vus comme un danger pour l'occupation allemande. Le premier convoi de 700 détenus polonais arrive ainsi le 14 juin 1940. Puis progressivement, le camp va accueillir des prisonniers de guerre soviétiques, des tziganes et en 1942, des juifs. C'est ici que les détenus condamnés à mort étaient fusillés. C'est ici aussi que furent réalisées les premières expériences médicales criminelles sur les détenus. Et c'est ici que furent assassinés les premiers juifs des premiers convois. Le camp était totalement coupé de l'extérieur par une clôture de barbelés surveillée par des miradors. De 1940 à 1942, il a fonctionné exclusivement comme un camp de concentration. C'est principalement un lieu de mise à mort lente, du fait des conditions de vie, de la famine et des mauvais traitements. Nous entrons dans le bloc 11, le bloc de la mort. Les punitions et exécutions étaient nombreuses. Des milliers de prisonniers meurent à la suite des tortures faites par les gardiens SS. Les procès tenus dans cette pièce étaient expéditifs. Les punitions les plus fréquentes étaient la flagellation, l'internement dans la cellule du bloc 11. La pendaison, le gibet, non loin de la cour d'appel.
ça paraît plus violent que ce qu'on peut imaginer parce que c'est impressionnant de passer sur les endroits où ils ont vécu pendant des années, des mois, où ils ont pu être exécutés. Entre le fort crématoire et le baraquement des expériences se dressait le mur de la mort, où les gardes SS exécutèrent des milliers de prisonniers. C'est aussi à Auschwitz I qu'ont eu lieu les premiers essais de gazage. Le 3 septembre 1941, des prisonniers soviétiques et polonais sont utilisés comme cobayes pour mesurer l'efficacité du Zyklon B dans les cellules souterraines du bloc 11. Après cet essai, une chambre à gaz fut construite à l'abri des regards, à l'extérieur, en février 1942, pour débuter l'extermination des Juifs. Ce bâtiment qui l'abritait comprenait une chambre à gaz et un crématoire de 3 fours. Aujourd'hui reconstitué. Transformé en bunker en cas de bombardement aérien, il n'a pas été détruit par les nazis. Nous en découvrons davantage dans le bloc musée avec notre guide, la déportation, la sélection, le processus d'extermination. Cette maquette montre l'organisation des crématoriums construits à Auschwitz-Birkenau à partir de 1942. Une partie souterraine avec une salle de déshabillage, une énorme chambre à gaz et des monts de charge qui amenaient les cadavres jusqu'au four crématoire dans la partie supérieure. Il fallait d'importantes quantités de Zyklon B, comme le montrent ces documents. Dans le camp, des objets appartenant aux Juifs déportés ont été retrouvés. Derrière chaque objet, il y a un être humain. Moi, devant les cheveux, j'ai presque pleuré parce que je suis vraiment très sensible et ça m'a vraiment touchée. Parmi ces victimes, de nombreux Français. Parmi elles, Idée Grinspan, que nous retrouvons. Moi, personnellement, je trouve que ça fait bizarre car on voit les lieux, mais on ne savait pas vraiment ce qui s'était passé. Et puis maintenant, il faut être dedans, ça fait vraiment bizarre. Je trouve ça écœurant, surtout pour les enfants qui sont venus ici, les personnes qui ont perdu plus de 20 kilos. Et se dire que nous, on se plaint souvent d'avoir faim, etc. et qu'eux n'avaient pas ce qu'ils voulaient. En 1941,
La construction du camp de Birkenau débute à l'automne 1941, à 3 km du camp principal. Il doit d'abord permettre d'accueillir des déportés en nombre toujours plus important. Mais il devient surtout un centre de mise à mort d'une grande partie des Juifs d'Europe. Les Allemands y installent les plus grandes chambres à gaz de toute l'Europe occupée. À partir de 1942, la solution finale, c'est-à-dire l'extermination organisée et planifiée des Juifs d'Europe, est décidée par les nazis. Les Juifs d'Europe sont ainsi déportés dans le but, non plus seulement de les faire travailler, mais de les exterminer dans des chambres à gaz. Dès que les serrures ont été déverrouillées, toutes les portes à glissière se sont ouvertes, et là nous avons été accueillis, mais entre guillemets, par des cris, des hurlements et des aboiements. Qu'est-ce que c'était ? C'était en bas, c'était en contrebas, c'était tout un groupe de soldats allemands qui étaient là, ils tenaient leurs chiens en laisse, et ils ont commencé à hurler, Schnell, Schnell, raus, 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 los. Là nous attendent des hommes prisonniers. Des hommes, alors ils sont habillés avec vous avez vu des photos, avec les vêtements de bagnard. Il y a tout un groupe de prisonniers qui sont là, qui nous attendent, et là il y a un ou deux hommes qui parlent français, et voilà ce qu'ils nous disent. Il faut tout laisser sur place. Nous devions jeter dans la neige, pas sur des tréteaux, pas sur des tables, jeter dans la neige tous les quelques bagages que nous avions été autorisés à emmener. Dans un premier temps, j'ai jeté mon linge de rechange, mais quand il m'a fallu jeter dans la neige les provisions que je gardais pour ma mère déjà depuis une dizaine de jours, parce que pendant le voyage, pendant les 3 jours de voyage, j'ai dit à personne que j'avais des provisions, je les gardais pour ma mère, je me faisais une joie de lui apporter. Et là, il a fallu que je les abandonne dans la neige. Vous savez, j'ai eu à ce moment-là un crève-cœur terrible, j'ai eu vraiment un crève-cœur terrible, et je me suis dit, ça c'est bête alors, quand je vais retrouver maman, je ne pourrai pas lui donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré la dureté du voyage, on nous fait voyager comme des bêtes, et ben moi je continue à croire ce qu'on m'a dit à Drancy, que je vais retrouver ma mère, et là on me confisque les provisions. Alors tout le monde a jeté ses affaires personnelles, et quand tout le monde s'est eu délesté de ses bagages, à ce moment-là sont arrivés plusieurs soldats, avec des tirs de matraque à la main, et on a commencé à séparer les hommes des femmes. Moi je suis arrivée seule, j'étais séparée de personne. Mais j'ai assisté à des scènes absolument déchirantes. Qu'est-ce que c'était? C'était des femmes qui avaient un mari, qui ne voulaient pas quitter leur mari, c'était des hommes qui avaient une femme qui ne voulait pas quitter. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va se passer, mais l'important c'est d'être ensemble, on ne veut pas être séparés. Et bien de force, avec brutalité, les familles ont été séparées. On a reculé les hommes à gauche très loin et les femmes et les enfants à droite. Et quand les filles ont été nettement séparées, de notre côté, du côté des femmes, nous avons entendu avec un porte-voix crier en allemand et en français « Rassemblement en tête du train ». Alors il se trouve que mon wagon où j'étais se trouvait presque en queue de ce grand train. Moi j'ai suivi 2 jeunes filles que j'avais connues pendant les 3 jours. 2 jeunes filles qui étaient dans mon wagon, j'avais sympathisé avec elles, j'ai voulu aller avec elles. Pourquoi j'ai voulu aller avec elles? C'est très simple. Quand on a 14 ans, on pense qu'on est une grande fille. On a plus d'affinité d'aller avec des jeunes filles de 19-20 ans que d'aller avec des personnes âgées. Et bien, il y avait justement un couple de personnes âgées dont j'avais fait la connaissance dès le premier jour à Niort. Et cette dame, elle m'a appelée, elle m'a dit « Lida, attends-moi ». Je n'ai pas voulu l'attendre. Est-ce que j'ai craint qu'elle ne marche pas assez vite? J'en sais rien. Je n'ai pas voulu l'attendre. J'ai couru rejoindre les 2 jeunes filles. Après, j'ai eu du chagrin, mais sur le moment, je n'ai pas voulu l'attendre. J'ai rejoint les deux jeunes filles. Alors, comme nous étions, je vous dis, en queue du train, ces 2 jeunes filles, je ne sais pas pourquoi, elles nous ont fait prendre toute la rame du train, on a remonté toute la rame du train très vite, et on est arrivé assez rapidement en tête du train, au rassemblement. Une fois à l'intérieur du camp, les wagons à bestiaux étaient déchargés les uns après les autres de leurs passagers. Le sort des Juifs, c'était de passer devant un médecin SS pour déterminer s'ils étaient capables ou non de travailler. Cette sélection se réalisait dès leur arrivée sur la rampe de tri. Ceux qui n'étaient pas sélectionnés, jugés inaptes, en majorité des femmes enceintes, des personnes âgées, des malades et des enfants en bas âge, étaient immédiatement conduits vers les chambres à gaz. Alors, au début du rassemblement, alors qu'est-ce qu'il y avait ce matin-là, le 13 février 1944 au rassemblement? Un seul SS était là, avec sa badine, qui faisait la sélection. Si je vous dis exceptionnellement, c'est parce qu'on a retrouvé plus de 200 photos après la guerre,
des photos que les SS ont prises, et on s'aperçoit que quand tous les convois qui arrivaient, il y avait toujours plusieurs soldats qui étaient là, dont un médecin. C'est le médecin qui faisait la sélection. Lui, ce soldat, était-il médecin aussi, j'en sais rien, il était tout seul. Alors, à sa droite, il y avait les camions qui attendaient, et à sa gauche, il avait déjà sélectionné une dizaine de femmes. Alors, on arrive à sa hauteur, il nous parle dans un mauvais français qu'on a très bien compris, alors il nous montre du doigt comme ça, il nous dit « Ceux qui sont fatigués, il nous dit avec le bras qu'on aille vers les camions. Ceux qui peuvent marcher ici. » Voilà. Bah, vous savez, tout à fait au départ, on a pensé que c'était sympa, hein. Les femmes qui sont fatiguées, elles n'auront pas à marcher. Mais moi, je me suis dit, moi, je ne suis pas fatiguée, moi, je marche. Probablement que j'avais besoin de me dégourdir les jambes. Hein. Ça faisait quand même 3 jours qu'on était dans la même position. En aucun cas, je pouvais imaginer que c'était une sélection. De toute façon, le mot sélection, je ne connaissais pas à mon âge. Je me suis donc positionnée, sans qu'il me désigne, parmi les femmes qu'il avait déjà réservées. Alors lui, qui était seul ce matin-là, qui était débordé, il n'a pas remarqué que je n'avais que 14 ans. S'il m'avait demandé mon âge, je ne rentrais pas dans le camp, je n'étais pas destinée à rentrer dans le camp. Les enfants de 14 ans ne rentraient pas dans le camp. N'étaient pas admis. N'étaient admis que les adolescents qui avaient 15 ans, 16 ans, qui pouvaient travailler, à 14 ans ne rentraient pas. Eh bien, vous voyez, c'est grâce à la coiffure de ma mère qui me vieillissait que le SS qui était tout seul ce matin-là n'a pas remarqué mon âge. S'il m'avait demandé mon âge, bien sûr, je lui aurais dit. Alors, je dis toujours avec beaucoup de tendresse que ma mère m'a donné 2 fois la vie. C'est grâce à sa coiffure qui me vieillissait que le SS n'a pas fait attention à mon âge. La solution finale sera décrétée en 1942, c'est-à-dire l'extermination complète des Juifs d'Europe. Himmler décide alors d'installer des complexes d'extermination, ce qui signifie que Auschwitz deviendra un camp d'extermination et de concentration. Nous nous trouvons devant l'un des 4 complexes d'extermination d'Auschwitz II. Les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau pouvaient contenir jusqu'à 2000 personnes à la fois. Depuis des ouvertures dans le plafond sortait le gaz. Il fallait 3 à 15 minutes pour les tuer. Une fois morts, on sortait les cadavres et leur enlevait leurs bijoux, leurs dents en or. Les cadavres étaient incinérés dans des fours crématoires au niveau supérieur par les ondes d'air commando, une unité spéciale composée de juifs sélectionnés. Sur ces dessins de David Holler, nous apercevons un tas de cadavres posés sur le sol. Puis ils sont posés sur des plateaux en fer et mis dans un four crématoire. Ceci se passe dans les crématoriums d'Auschwitz II Birkenau. Des 4 crématoriums du camp d'Auschwitz II Birkenau, il ne reste que des ruines. Les SS avaient reçu l'ordre de les faire sauter pour ne laisser aucune trace. Il ne reste aujourd'hui plus qu'une chambre au camp d'Auschwitz I. Quelques photographies retrouvées de femmes se déshabillant et se dirigeant vers la chambre à gaz du crématorium 5. Un peu plus loin, dans ces clairières maintenant paisibles, des Juifs ont été incinérés à ciel ouvert. Des photographies prises discrètement par un sonde d'air commando ont été retrouvées. Les valides sélectionnés subissaient, eux, la désinfection, le tatouage de leur matricule au sauna. Pendant ce temps, leurs bagages étaient récupérés afin d'en trier et piller le contenu dans le Canada.
dans cette pièce, ils devaient se déshabiller à la demande des capots. Leurs vêtements étaient ensuite désinfectés. Une fois tatoués de leur matricule, ils étaient amenés dans ces douches pour être désinfectés. Puis ils rejoignaient leur baraquement. Au camp d'Auschwitz, on leur enlevait leur dignité et leur identité. On les oblige à respecter un temps pour se lever, se laver et faire leurs besoins dans des blocs sanitaires collectifs dont le nombre est insuffisant. Ils souffrent au quotidien de la faim. Le travail abîme les corps et souvent des plaies s'infectent. Les conditions d'hygiène, la fatigue rendent les maladies et épidémies fréquentes et meurtrières. La vie y est tellement dure qu'au bout de 3 ou 4 jours, les transformations physiques sont déjà importantes. La violence SS ou des capots est subie tous les jours. On comptait à Birkenau plus de 300 baraquements, en bois essentiellement. Il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui. De la cour où nous sommes. La baraque que nous allons voir, c'était une baraque tout à fait à part. C'était pour les femmes qui ne pouvaient plus aller au travail parce qu'elles n'avaient pas de force. À la fin, après le travail, donc elles ne pouvaient plus aller au travail. Elle était ici, c'était la fin, c'était le bloc de la mort. Les corps ici étaient déposés. Donc la cour où nous sommes. Souvent c'était dans l'eau, dans la boue, parce que ici c'est un terrain marécageux, donc c'est pas comme ça, il y avait de l'herbe. Ils dormaient à même des planches de bois entassées les uns sur les autres. Je trouve ça personnellement inhumain, ils étaient traités comme des animaux. C'est quelque chose qui est horrible, quoi. En 1944, le camp comptait plus de 90 000 prisonniers. À sa libération, il ne comptait plus que 7 500 survivants. On estime à 1 million le nombre de Juifs qui ont trouvé la mort. À cela s'ajoutent les 70 000 Polonais, les 21 000 Tziganes et les 14 000 prisonniers soviétiques. J'étais très émue
par le camp de concentration parce qu'on marchait sur les traces de ceux qui sont morts là-bas. Donc ça fait mal au cœur. Quand on a visité les camps, on a vu que les déportés, ils étaient déshumanisés, mais énormément, parce que déjà, quand ils arrivaient, il n'y avait que à peine 5%, 10% qui restaient pour travailler. Et tous les autres, après, ils étaient dans les chambres à gaz. Et quand ils arrivaient, ils se faisaient déshabiller et ils se voyaient tous nus. C'était riche en émotions, mais c'était quelque chose de bien à voir dans une vie. Ils nous ont fait comprendre la douleur qu'ils ont vécue, parce que quand on apprenait, on n'avait pas conscience de la douleur en fait. Et là, en voyant tout ça, ça nous a fait comprendre la douleur qu'ont eu les déportés. C'est que je ne viens pas vous voir pour me faire plaindre, pour vous dire combien a été dure la vie des femmes à Auschwitz, pas du tout. Je viens vous rencontrer tout simplement pour que vous sachiez, vous les élèves, c'est-à-dire la jeune génération, ce que des hommes ont été capables de faire à d'autres hommes uniquement parce qu'ils étaient nés. Ils étaient nés juifs, ils étaient nés tziganes, ils étaient nés slaves aussi. Vous savez, c'était pas la guerre, c'était pas un conflit, c'était uniquement parce que l'Allemagne hitlérienne, le Troisième Reich, avait décidé d'éliminer les juifs d'Europe ainsi que les tziganes. Il n'y a rien à comprendre, c'était comme ça, il faut tout simplement que vous notiez ceci. Voilà. Soyez tolérants dans tous les domaines. Admettez, même si c'est déplaisant, il faut admettre, considérer le bon côté des choses et faire qu'après vous, les choses se sachent et que tout le monde soit amené à réfléchir et à améliorer la vie en commun. En fait, il ne faut pas vraiment oublier. Si tu oublies, alors, qu'est-ce qui va arriver après? C'est comme maintenant, moi je vous raconte des choses qui ont été horribles. Pas que ça se renouvelle tout ça. Alors, bon, moi je compte sur vous. Je sais que ça va pas être facile, mais on va y penser quand des événements graves, importants arriveront. S'ils arrivent, il faudra agir. Agir dans le bon sens, c'est facile à dire, mais vous ressentirez ça quand le moment viendra, c'est sûr.
guerre entraîne la mort, la souffrance et la faim, la peur, l'angoisse, l'insécurité, c'est ce qui nous enterre alors que la mort nous attendait. La douleur des camps ne dure pas qu'un temps. La guerre entraîne la destruction et une immense rage. Les hurlements, les pleurs resteront à jamais gravés